tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Inégalité sociale, crise du logement, bisbille entre patrons et employés. La Silicon Valley est-elle en train de raviver une lutte des classes en mode 3.0 ? Nous irons à la rencontre de ceux et celles qui s'érigent contre ces nouvelles puissances du numérique. Retour des objets connectés dans Test 24. Guillaume Gralet du magazine Le Point s'essaye à Concierge, une solution pour centraliser la gestion de vos appareils intelligents. Mais d'abord, la Silicon Valley est de plus en plus le reflet des inégalités qui ne cessent de se creuser au sein de la population américaine. Et c'est à un début de lutte des classes 3.0 qu'on assiste entre les grands argentiers de la vallée, les géants du web et leur armada d'investisseurs, et les forçats du numérique. Des revendications qui grondent sur fond de crise du logement. Reportage in situ avec nos confrères de France 2. Le soleil toute l'année, des résidences de luxe, des salaires mirobolants. La Silicon Valley, temple de l'innovation technologique, là où les entreprises les plus riches du monde ont leur siège social. Ici, un simple pavillon se vend 2 millions d'euros. Ici aussi, dans cette rue à l'abri des regards, une voiture égarée là depuis 7 mois. C'est là que dort Laurie, 58 ans. Dans une heure, elle sera au travail. Laurie gagne 1 200 euros par mois. Avec la flambée des loyers, impossible de se loger. Ici, une simple chambre dans une maison décente qui ne soit pas en ruine ou envahie par les rats coûte entre 700 et 2300 euros par mois. Son métier, aide-soignante. Son employeur ne sait pas qu'elle vit dans sa voiture. Je lui ai juste donné une boîte postale parce que si elle connaissait la vérité, je pense qu'elle trouverait cela indécent. Je ne sais pas quelle est la solution, à moins de demander aux riches d'arrêter de s'enrichir autant. Laurie fait partie des milliers de travailleurs pauvres victimes de la crise du logement. Spectacle saisissant, des enfilades de caravanes à seulement quelques encablures des quartiers résidentiels. La Silicon Valley détient un triste record, le plus fort taux de sans-abri et la plus grande concentration de richesses. Oh wow, that's really nice. À l'autre bout de l'échelle, des maisons rutilantes. Celle-ci est mise en vente 12 millions d'euros. Ici, la spéculation immobilière fait rage. Les prix à l'achat comme les locations augmentent de 20% chaque année. C'est un marché parfait parce que de toute façon, vous gagnerez toujours de l'argent et tout le monde investit dans l'immobilier. Ici, dans la région, on est dans une bulle. On a toujours été dans cette bulle et ce n'est pas demain la veille que ça va changer. À l'origine de ces inégalités, les géants de la technologie, Google, Facebook, Apple, eBay sont installés là. Ils recrutent des ingénieurs du monde entier. Salaire de départ, 10 000 euros par mois, mais certains gagnent beaucoup plus. Facebook a bien annoncé vouloir créer des logements sociaux, mais sans donner de date. Quant aux autres grandes sociétés, aucun projet à l'étude, comme nous le confirme la présidente de la fondation eBay. Jusqu'à présent, on n'a pas aidé à construire de logements sociaux. On s'est plutôt concentré sur l'aide aux petits entrepreneurs. Mais c'est vrai que le logement est un problème. On commence à s'y intéresser. Et puis il y a la résistance des propriétaires. La Silicon Valley, ce sont essentiellement des quartiers pavillonnaires. Pas question de construire des immeubles d'habitation qui feront perdre de la valeur aux maisons. Le maire de Palo Alto s'en fait l'écho. On ne veut surtout pas transformer radicalement notre ville. Hors de question d'atteindre la densité de San Francisco ou New York. On ne veut même pas s'en approcher. Même les garages se transforment en domicile. C'est là qu'habite cette jeune femme avec son bébé pour un loyer de 1 000 euros par mois. La Silicon Valley, symbole des inégalités qui ne cessent de se creuser aux États-Unis. Et retour en plateau avec Guillaume Gralet pour aller plus loin. Les villes qui accueillent sur leur territoire les mastodontes du numérique veulent les mettre à contribution. San Francisco a même tenté d'introduire une taxe tech, pour obliger les grands du secteur à financer des logements sociaux, sauf que la proposition a été rejetée. Oui, alors c'est d'autant plus surprenant que c'était quand même un projet assez modeste, seulement 1,5% des plus hauts salaires. Elle a été défendue par un conseiller municipal, Eric Marr, mais on sait que les géants du web n'aiment pas être taxés. On se souvient que Twitter, pour rester au cœur de San Francisco, pour dire « moi je crée des emplois qui restent sur place », eh bien, avait demandé un rabais fiscal. Mais attendez, des logements sociaux au sein de villes ultra riches, on est bien éveillé ou...
Oui, alors là également, c'est très limité puisqu'il y a un élu de Palo Alto, Greg Scharf, qui est adjoint au maire, qui lui veut instaurer des logements sociaux, mais qui seront réservés aux familles qui gagnent moins de 250 000 $ par an. C'est quand même un salaire par foyer de 22 000 $. Bref, ça sera vraiment pour les familles aisées. Alors ça, c'est pour la partie logement, ce qui est plutôt bien, mais il y a d'autres manières de lutter contre ce manque d'inclusion entre sociétés des possédants du numérique et ceux des consommateurs. Oui, il n'y a pas uniquement le logement, il y a un service de la mairie de San Francisco qui s'appelle le Digital Inclusion, qui lui s'intéresse au fait d'être connecté ou non à Internet. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ça coûte minimum 100 $ pour bien se connecter à Internet, et il s'intéresse à des populations, notamment les Américains handicapés qui sont sous-connectés. Il y a également une association, et paradoxalement, ça vient d'une start-up qui est extrêmement intéressante à suivre, qui s'appelle LaborX, qui est basée à Oakland, la banlieue défavorisée de San Francisco, et qui veut être un peu le LinkedIn des link-out. En fait, le LinkedIn, aider les personnes diplômées, mais issues des populations défavorisées, à trouver un emploi. Merci Guillaume. Alors peut-on vivre sans Google, Facebook, Amazon ou Apple? Des rebelles de la tech le croient. Ils créent des modèles alternatifs pour y arriver. Exemple avec le moteur de recherche français Quant qui veut marcher sur les plates-bandes de Google. À 40 ans, Eric Léandri s'est lancé un défi, concurrencer Google. Depuis bientôt 20 ans, le géant américain domine le marché. 70% des recherches mondiales passent par le moteur de recherche. Mais pour le français, son entreprise a un argument en plus. La vie privée aujourd'hui est un droit quelque part, et ce droit doit être préservé. Des millions de données personnelles passent par ce bâtiment de la banlieue parisienne. Voici les serveurs de Quant. Le système protège et supprime toutes les données de ses utilisateurs. L'entreprise ne se rémunère que lorsqu'un internaute clique sur un lien commercial. Aucune publicité ciblée et pas de géolocalisation. Quand on est sorti, on avait 1 million de visites par mois en moyenne. La deuxième année, 2 millions. En 2015, 3 millions. Et aujourd'hui, on a 28 millions de personnes qui passent nous voir sur le mois. Pas de quoi encore concurrencer le géant américain. Quant ne représente que 1% du marché national. Qu'en est-il de son efficacité? Avec par exemple le mot Paris. C'est peu ou prou la même chose, d'ailleurs on peut le constater ici. On a l'Office de tourisme de Paris, on l'a également ici. Selon ce journaliste spécialisé, le système français est efficace, mais il n'est pas complètement abouti. Alors ça sera encore plus facile quand Quant proposera une application mobile qui fonctionne exactement comme celle de Google et qui permet de faire une recherche vocale. S'il arrive à s'imposer sur les mobiles, Quant pourrait devenir le premier moteur de recherche en Europe. La Banque européenne d'investissement y croit. Elle vient justement d'investir 25 millions d'euros dans l'entreprise. Des moteurs de recherche qui peuvent donc être une alternative à Google. Il y a aussi DuckDuckGo, le moteur de recherche américain. Mais côté système d'exploitation, c'est Edward Snowden qui a peut-être trouvé la solution. Son système d'exploitation préféré s'appelle Qubes, Guillaume. Oui, alors c'est un système d'exploitation qui veut protéger, là aussi, la vie privée des internautes. Et on doit rendre un vrai hommage à la développeuse polonaise Joanna Rutkowska, qui a mis au point, il y a 4 ans, ce système d'exploitation. Elle en appelle aux améliorations du monde entier. Elle a surtout effectué un grand travail de simplification pour que ça devienne accessible au plus grand nombre. Ceci dit, c'est très intéressant, mais il faut rester actif. C'est-à-dire que c'est à l'utilisateur lui-même de définir le niveau de sécurité en fonction de ses activités. Oui, puis il y a aussi des tentatives de systèmes d'exploitation totalement ouverts et sans cesse améliorables. Est-ce que c'est vraiment utilisable d'abord ? Oui, c'est de plus en plus utilisable parce que ça repose en fait sur les améliorations de tout un chacun. On est vraiment dans des systèmes ouverts ici. Le système le plus intéressant, il s'appelle LibreOffice. En fait, vous avez différents programmes qui vont remplacer ceux qu'on utilise d'habitude. Il y a par exemple Writer qui va remplacer Word, Calc qui va remplacer Excel et Draw Photoshop. Ici, on est dans des systèmes intéressants, ouverts, sécurisés, pas forcément toujours très jolis. C'est un petit peu là qu'il faudra améliorer. Et puis, il y a aussi les militants justement de la dégooglisation d'Internet, des ONG, à l'instar de Framasoft. Une association intéressante et c'est surtout son slogan en fait, qui résume la philosophie de beaucoup de ces programmes, puisqu'ils expliquent que la route est longue, mais la voie est libre. Bref, tout le monde peut participer. Merci infiniment, Guillaume. Et tout de suite, c'est Test 24.
Disposer d'un hub pour pouvoir réussir à catalyser, à mettre sous coupe l'ensemble de vos objets connectés. Vous en rêviez? Eh bien justement, Concierge l'a fait. Oui, Concierge, c'est ce petit outil virtuel qui va vous aider lorsque vous partez de votre travail, vous rentrez chez vous, vous avez envie de régler un peu la température, de mettre en route, pourquoi pas, une machine à laver la vaisselle, bref, de commander tout un tas d'objets connectés en Wi-Fi grâce à ce petit objet. Donc on va commander grâce à une application sur smartphone. Si je comprends bien, c'est l'objet connecté qui simplifie la vie des objets connectés. Oui, c'est un petit peu le Concierge, hein, c'est le nom du produit de cette start-up qui est née à Lille, qui va commander, qui va vous aider. On va pouvoir donc l'activer à distance via son smartphone, mais également pouvoir appeler par exemple un chauffeur privé, un Uber. Voilà, ça vous rappelle un petit peu, c'est le fameux concierge qu'on a dans les grands hôtels. Vous peut-être, mais Là, en fait, vous avez une petite lumière qui va s'allumer, qui va devenir orange, verte, bleue. Lorsqu'elle va être 3 fois bleue, par exemple, ça veut dire bien que le chauffeur privé que vous avez commandé a bien pris bonne note de votre commande. Et puis, s'il y a une seule sonnerie, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'une minute. Bref, vous avez un vrai dialogue avec ce qui devient un petit peu un ami virtuel. Alors, je me permets de mettre en doute vos paroles, puisque une solution pour centraliser cette gestion d'appareils intelligents, c'est une chose, mais on sait désormais, depuis l'attaque du 21 octobre, que le fantasme des experts en cybersécurité, qui était de se dire qu'un jour, une cyberattaque pourrait passer par les objets connectés, est devenue réalité. Oui, on avait l'habitude des cyberattaques qui passaient par les ordinateurs. L'attaque que vous mentionnez, Marjorie, et qui a paralysé la côte Est et la côte Ouest aux États-Unis, eh bien, elle a fait appel à des millions d'objets connectés. Donc, c'est vraiment la limite de ce genre d'outils. Ils sont forcément piratables. Bref, il y a peut-être un effort à faire au niveau de la sécurité pour que ça soit vraiment un vrai concierge pour nous. On va terminer sur notre maxime favorite. Plus on est connecté, plus on est potentiellement piratable. Que cela ne vous retienne pas du fait de quand même nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter avec le hashtag Tech24 pour commenter avec nous l'actualité numérique. Et on vous dit quand même merci. Merci d'avoir suivi l'émission. On se retrouve très vite en plateau.